Le paranormal, vous le savez, est basé essentiellement sur des témoignages, des reportages et des histoires à ne pas lire le soir. Pourtant, comme les enfants à qui on demande de ne pas mettre les doigts dans la prise, on va quand même ouvrir le dossier. Les archives du paranormal, ce soir, je vous en dis toute la vérité, avec la vérité, celle de mes invités. On est en direct et sans filet, alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Combustion spontanée à Paris, l'affaire de l'orme blanc en Angleterre, celle d'un chiffre mystérieux dans l'œil d'une jeune fille, la disparition de Sandra Johnson Hughes en Californie, le boxeur insolvable et la lettre du diable. Ce sont ici quelques-unes de ces archives du paranormal que vont vous conter mes invités, à commencer par David Gallet. Salut mon David. Bonsoir Bob. Ça va? Ben oui, très bien. Très content d'être là. Moi je suis ravi de t'accueillir. La dernière fois qu'on s'est vu, on était ensemble au presbytère. Absolument. Pour fêter les 10 ans de BTLV avec quelques-uns des abonnés de la chaîne. Et on a passé un très bon moment. Très sympa. On a même vu un ovni. Pour la deuxième fois, le même. On dit qu'on n'allait pas le dire, tellement c'est hallucinant. C'est le deuxième qu'on a vu, parce qu'il y a 2 ans, j'étais venu, c'était pareil. Et c'est exactement la même chose, une sorte de flash comme ça dans le ciel qui était quand même... c'est complètement inexplicable, là, pour le coup. On ne l'a toujours pas expliqué. Et non, mais c'est un signe, quelque part, parce que j'ai jamais vu ça. C'est parce qu'on doit être connecté, mon David. C'est possible. Ou avec les extraterrestres. Notamment. Et les ovnis. Bon, en tout cas, on est ravis de t'accueillir, bien sûr, une nouvelle fois sur BTLV. Tu n'es pas seul, puisqu'il y a aussi Monsieur Jocelyn F. Keller. Comment ça va, Jocelyn? Salut Bob, ça va? Bon, alors, bien sûr, habitué de la maison, qu'on retrouve très fréquemment sur BTLV, notamment dans la Libre Antenne, le lundi. D'ailleurs, Libre Antenne qui revient, et pour la dernière fois de la saison, hein, ce sera mercredi prochain. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez pour cela, bien sûr, le standard 01 86 22 21 20 ou alors le rédaction@btlv.fr. On va parler de ces archives. Avant cela, puisqu'on parle de paranormal, on rappelle que ces hommes qui sont à côté de moi sont des auteurs de talent. La preuve, Jocelyn F. Keller, qu'on peut encore lire cet été sur la plage avec Zone Paranormale. C'est toujours en vente sur btlv.fr et c'est toujours avec les frais offerts, les frais de port, bien sûr. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, bien sûr, il y a l'ouvrage de David Gallet, Paranormal, aux éditions Michel Lafon. Voilà, l'occasion vous est donnée de découvrir une enquête unique sur les expériences et les phénomènes inexpliqués. Voilà, j'ai fait la promo de tout le monde. On va pouvoir maintenant... Vous savez, je suis un garçon bien, hein, donc les gars, hein, donc voilà, je fais mon job. Voilà, on est ravis aussi de vous accueillir, vous, parce que je sais que vous attendiez le retour des lives. J'ai pris quelques jours de vacances. Rassurez-vous, je vais en prendre d'autres. Mais là, vous êtes déjà nombreux à être sur BTLV, donc... Merci à vous tous. On a déjà Stéphane, Fab Braise, on a Véronique, on a Red Bull, on a Pascal, Ludivine, Cédric, Virginie, Elanterio, René Alvarez, on a Laura, etc. Bon, merci en tout cas d'être avec nous. Partagez cette émission, dites que BTLV existe, vous avez pour cela tous les moyens à votre disposition sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous diffusons, Facebook, Twitch, YouTube, LinkedIn et Twitter. Donc si vous nous loupez, c'est vraiment que vous le voulez. Mon David, on va évoquer une première... Alors on va commencer très fort. Ouais, là, c'est chaud. Alors vous êtes peut-être à table, ou alors à l'apéro. Ouais. Ce que vous allez découvrir dans ces archives du paranormal vont certainement vous donner un coup de chaud. Oui. Ou faire froid dans le dos. Si vous êtes près du barbecue, il faut un petit peu se décaler. On va parler de combustion spontanée à Paris. Absolument. À Paris et puis d'ailleurs un petit peu partout en France. Combustion spontanée, pour faire une petite définition, en gros, ce sont des personnes qui vont se consumer littéralement de l'intérieur, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire des personnes qui vont brûler sans... comment dire, c'est le corps qui va brûler, mais l'entourage, c'est-à-dire le décor, les chaises, les bas, d'ailleurs les chaussures, ne brûlent pas. Ce qui est totalement incompréhensible parce que pour brûler un corps à un point où les os soient totalement calcinés, c'est-à-dire vraiment en cendres, il faut au moins 2500 degrés et pendant au moins plusieurs heures. Ouais, c'est ce qui se passe quand on est à une crémation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il n'y ait plus rien que des cendres, il faut vraiment que ça chauffe fort. Il faut y aller franchement. Ouais, donc les pompiers, mais les scientifiques aussi, ont du mal à expliquer encore aujourd'hui ce phénomène de combustion spontanée qui arrive, j'allais dire, pratiquement à n'importe qui et à toutes les époques. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite, parce qu'on a des cas qui sont retracés dans les journaux, dans les gazettes des époques. J'ai pu remonter, alors on peut remonter assez loin, hein. Chez les Romains, on avait déjà ça dans l'Antiquité, on avait déjà des cas de combustion spontanée. Évidemment, là, c'était quand même une sorte de punition. Ouais. Au Moyen-Âge aussi, vous êtes puni directement par le diable et par l'enfer qui vous habite directement. À partir du
17e, 18e siècle principalement. Là, on met ça sur le compte des alcooliques. Alors, il y a plein d'articles que j'ai pu retrouver là-dessus. Ah oui. Ah, ils ont bon dos, les c'est ça. alcooliques. Je crois qu'avec mon ami Jocelyn, on risque d'être brûlé dans pas longtemps. Voilà, faut faire attention. Faut se On n'est pas méfier. alcoolique, mais on aime bien ça. Nous, on boit modérément, mais bien. Mais voilà. Mais modérément, mais beaucoup. Voilà. Mais Voilà. après ce que je vais vous raconter, normalement, vous allez boire encore moins, encore plus modérément. Il y a des histoires assez incroyables. Le premier cas que j'ai pu relever, mais il y en a d'autres évidemment auparavant, mais que je trouve très intéressant parce qu'il a été étudié par un médecin qui s'appelle Matthias Jacobeus. Et ce médecin-là, lors d'un séjour en France, il va étudier le cas d'une femme qui, en hiver 1672, va avoir un cas de combustion spontanée, c'est-à-dire qu'on va retrouver uniquement Que les cendres, quoi. pas que des cendres, on trouve ses jambes, une partie du crâne, un bras, et tout le reste, tout le tronc, majoritairement le tronc et jusqu'aux genoux, tout ça va disparaître en cendres. Et il était assis, dit le médecin de l'époque, sur une chaise en paille. C'est quand même incroyable, c'est que la chaise en paille, elle est légèrement grillée sur le dessus, mais la chaise en elle-même, c'est-à-dire le bois, n'a pas brûlé. Monsieur David Dallet, est-ce que vous m'autorisez à diffuser une première photo? Je préfère prévenir. Hein. Ah oui, c'est un peu hard, hein, donc voilà, mais en même temps, c'est les archives du paranormal, hein, c'est pas les archives de Mickey Mouse. Donc regardez, attention, si vous êtes un peu sujet aux émotions et sensible, regardez ce qui s'est passé pour cette dame. Donc effectivement, elle est sur cette chaise et il ne reste plus que ses jambes. Quoi. C'est juste absolument incroyable. Qui est assez connue, en fait, celle-ci, et c'est un cas qui est en Angleterre, je crois, de mémoire. Et effectivement, voilà, c'est globalement ce qu'on retrouve. Alors là, ce qu'on voit au mur, c'est pas franchement un incendie, c'est la suie, hein, en fait. La pauvre femme, quand même. Ah oui, alors on va voir des cas de gens qui ont je vais vous raconter ça, des cas de combustion spontanée de gens qui sont vivants, c'est-à-dire en fait, on les voit se consumer et on essaye de faire des choses. Il y a un cas d'avoir une intervention sur eux, absolument, mais en fait, on peut rien faire, quoi. Alors on ne peut quasiment rien faire. Il y a un journal qui s'appelle L'Écho du Monde en 1836, qui va raconter une histoire absolument incroyable. C'est un cas de combustion spontanée. Je peux vous lire l'article, tellement c'est juste hallucinant. Un cas de combustion spontanée humaine vient de se montrer dans la commune d'Annay, arrondissement d'Avallon, donc on est, je crois, en Bourgogne, il me semble, Avallon, sur une femme très grasse, précise-t-il, âgée de 74 ans et très adonnée aux liqueurs fortes. Alors voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'à l'époque... On revient à l'alcool, quoi. Ah oui, à partir de là, on se dit, ok, c'est probablement la boisson qui va les atteindre. Un soir du mois de janvier dernier, cette femme qui demeurait seule rentrait chez elle à 5h30 et ne réapparut plus. Le lendemain, les voisins, ne la voyant pas apparaître à leur accoutumée, craignirent qu'elle ne fût malade et frappèrent donc à la porte. Le silence absolu qui régnait dans l'intérieur et une odeur extraordinaire. Ça, alors tous les témoins peuvent le dire. Il y a une odeur très spéciale. J'allais dire de cochon grillé, mais c'est pire que ça. C'est une odeur de suie, enfin quelque chose d'assez épouvantable. T'imagines 2500 degrés pour cramer un corps. T'imagines l'odeur qu'il doit y avoir. Et extrêmement concentrée, en un seul point quelque part. Donc ils sont allés chercher le maire, ils ont fait ouvrir la porte, et là, alors ils le disent, hein, alors s'offrit un spectacle à leur regard horrible. Près de la cheminée, un monceau de cendres à l'un des bouts duquel une tête, un cou, l'extrémité supérieure du tronc et un bras, le tout hideusement défiguré par l'action du feu. À l'autre bout, le bassin, puis les membres inférieurs, dont l'un, depuis le genou jusque je ne sais pas où, et y compris le pied, était vêtu et d'une propreté recherchée. C'est-à-dire qu'en fait, le pied était totalement intact, aucune trace de brûlure et nickel. Et on retrouvera d'ailleurs sur d'autres cas, par exemple des bas en nylon qui n'ont pas brûlé. Vous imaginez, vous avez 2500 degrés à 14 cm et de l'autre, ça n'a pas brûlé. Ça paraît totalement inconcevable. Mais on n'a pas d'explication là-dessus. Aujourd'hui, non. Alors, il y a eu des tests de faits, c'est-à-dire, en fait, il y a une émission américaine assez connue où ils se sont amusés, et ils sont pas mariés très longtemps, ils se sont amusés à recréer dans un studio les conditions exactes. Donc, ils ont fait un appartement et ils ont mis à la place d'une personne une sorte une partie de porc, en fait. Et puis, ils ont mis un linge qu'ils ont un petit peu enduit. Ils ont quand même mis le feu, en se disant, c'est la graisse en fait. La graisse peut se consumer à l'intérieur, etc. Ce qui peut se comprendre, effectivement. La graisse, d'ailleurs, on peut créer une bougie avec de la graisse de porc, par exemple. Donc, ils se sont amusés à ça, sauf que l'expérience a bien débuté, ils se sont dit, ça y est, on a la solution, mais en fait, ça a mis le feu à tout le studio. Et donc, il y a un studio d'Hollywood qui a totalement brûlé à cause d'un test comme ça. Ce qui fait qu'ils ne refont plus ce genre de test parce que ça ne fonctionne pas. L'assurance est contente. L'assurance est contente. Et j'imagine effectivement qu'à chaque fois qu'on fait une demande pour un tournage, pour un petit test de combustion spontanée, c'est refusé, je peux comprendre pourquoi. Donc, on n'a pas en fait la solution aujourd'hui. Les pompiers, j'ai rencontré un pompier qui était allé sur un cas à Paris de combustion spontanée, et lui me dit ça paraît totalement improbable. Ce qui est très étrange,
qu'un corps se consume éventuellement, ça peut se comprendre, la graisse, etc. Mais que ça ne mette pas le feu aux alentours. Ça c'est absolument incroyable. Et puis on sait aussi que ça va relativement vite. C'est-à-dire qu'une personne qui va rentrer, on sait qu'elle rentre à 5 h du soir, on sait qu'elle regarde la télé, il est 22 h, et puis on va la retrouver à 6 h du matin, totalement calcinée. On n'a plus que de la suie. Généralement, on retrouve de la suie partout. C'est-à-dire en fait, tout est noirci autour. Mais c'est par la fumée, en fait, par le dégagement. Par l'émanation de la... Voilà, exactement. Mais les gens doivent atrocement souffrir quand ils meurent de combustion spontanée. Quand même. C'est ce qu'on peut se dire. Là, j'ai retrouvé un article dans le Petit Journal, qui est un peu l'ancêtre du Parisien, on va dire. Donc là, on est en 1906, je crois. Je vous lis l'article parce que ça, c'est juste dingue. Là, on a affaire à une personne dont les gens vont voir une combustion spontanée arriver en direct devant eux. Donc, ça se passe dans un cabaret de la barrière de l'Étoile, donc à Paris. Le sieur Xavier, ouvrier peintre en bâtiment, auquel ses habitudes d'intempérance avaient fait donner le sobriquet de pochard, encore une fois, on le qualifie directement d'alcoolique, ce qui est quand même très sympa, parce que c'est quand même des gens décédés, et à chaque fois on leur colle quand même l'image. C'est le pochard qui a brûlé, quoi. C'est le pochard, voilà. Étant à boire avec plusieurs de ses camarades, paria qu'il mangerait une chandelle tout allumée. Voilà, ils font un petit peu la fiesta, un petit peu alcoolisé, il prend une chandelle. Les poivrons, on appelle ça. Oui, c'est ça. On le défia, mais à peine Xavier eut-il introduit dans sa bouche la chandelle enflammée qu'il poussa un léger cri, juste un petit comme ça. La chandelle enflammée qu'il poussa donc un petit cri, il s'affaissa sur lui-même au milieu de la stupéfaction générale. On vit errer sur ses lèvres une petite flamme bleue. On tenta de le secourir, mais alors, je vous résume, mais globalement, rien n'y fait. Il y a 2 médecins qui ont été appelés et qui reconnurent que Xavier venait de succomber à une combustion spontanée, phénomène positif, disait-on à l'époque, mais que la science n'a peut-être pas encore expliqué. Cet incendie de corps humain a une puissance et une activité épouvantables. Les os, la peau, les muscles, tout était dévoré, consumé, réduit en cendres. Quelques pincées de poussière amoncelées à la place de la victime sont tombées sur tout ce qui restait du cadavre. Donc voilà, on a le type. Alors bon, après, là, il s'amuse, lui, avec une chandelle. Donc on voit bien qu'il y a quelque part, il faut une étincelle pour allumer ce feu-là. Et en général, dans quasiment tous les cas de combustion spontanée, c'est toujours une vieille dame à côté de la cheminée, quelqu'un qui fume. Effectivement, il faut un déclencheur. Mais t'imagines que, en fait, tu pourrais imaginer, tu es à côté de la cheminée, effectivement, il y a une projection, mais c'est le corps qui prend. Mais là, ça prend de l'intérieur. Ça prend de l'intérieur. Et il y a eu. Alors, effectivement, il y a des théories. On pense qu'il y a des gaz qui sont dégagés, par exemple, pour. Une réaction chimique. Voilà, il y a sans doute une réaction chimique entre. Il y a souvent des gens qui boivent. Donc, il y a une histoire avec l'alcool, à mon avis. Et il y a une histoire avec le fait que beaucoup de ces gens qui subissent ça sont assez gros. Enfin, il y a une histoire avec la graisse. Alors, il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, il y a eu un cas médicalement étudié il y a une dizaine, quinzaine d'années en Inde. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait 7-8 ans. Ce petit garçon avait un problème incroyable. Il s'enflammait. C'est-à-dire que sa peau s'enflammait et on ne savait pas pourquoi. Alors évidemment, c'était un petit village indien. On a pris là aussi quelque chose de, j'allais dire démoniaque, mais enfin quelque chose qui était évidemment pas dans le culte. Il avait fait quelque chose de mal, quoi, forcément. Ouais, fatalement, ouais. Donc on l'a emmené quand même à l'hôpital. Là également, il a repris feu. Il faut imaginer qu'il avait quand même des brûlures au second, au 3e degré. Enfin, c'était quand même gravissime pour ce petit gamin. Et puis il y a des médecins qui l'ont étudié. Et ils en ont déduit qu'il avait une malformation génétique qui faisait en sorte que sa peau produisait une forme de gel qui pouvait prendre feu et instantanément et sans l'aide d'une flamme. C'est-à-dire qu'il y avait une réaction chimique. Au contact de l'air, on voilà, c'est ça. Il y avait une réaction chimique qui faisait que ce gamin prenait feu. Sauf que là, on est à l'extérieur du corps et pas à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on peut le lier à des cas de combustion spontanée à titre personnel? Je ne le crois pas, mais c'est une possibilité à étudier. Bon, dans tous les cas, on vous a prévenu, on a quelques photos, on en a une. Attention, si vous êtes aussi sensible, tournez les yeux. Celle-là est assez incroyable aussi, parce que là, malheureusement, il ne reste plus grand-chose de la personne non plus. On n'a plus que les jambes. Moi, je trouve ça fou, parce qu'on a la sensation, moi qui ai souvent eu des cheminées, d'avoir de la cendre de bois, si tu veux, après avoir fait un feu. Quoi. Oui, mais ce qui est incroyable, regardez bien la chaise, parce qu'en fait, la chaise, elle est vraiment... Elle est juste à côté. Quoi, imaginez qu'il faut au moins 2000-2500 degrés pour brûler ce corps-là. La chaise à côté, imaginez un barbecue quand vous êtes
ne serait-ce qu'à côté, ne serait-ce qu'à 15 cm d'un barbecue, c'est loin d'être à 2000 degrés un barbecue. Donc comment est-ce possible que cette chaise en bois, alors elle est un peu grillée, certes, mais alors vraiment, elle aurait dû totalement brûler, quoi. Ouais. Bon, on a fait le tour un peu de ces combustions spontanées. C'était le premier sujet que nous voulions vous proposer, donc c'est normal, l'heure de barbecue. Donc voilà. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes comme à l'accoutumée au rendez-vous de ce direct, émission qui sera diffusée et laissée en replay, bien sûr, pour ceux qui sont retardataires, quoi qu'il en soit. Il y a plein de choses à vous annoncer, puisqu'on est déjà à la fin de la saison, on se projette déjà sur une autre, et parmi les choses que nous allons vous proposer durant la prochaine saison, il y a ça. BTLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 9. Les 10 et 11 novembre 2023 à Paris. Venez vivre un événement exceptionnel. Retrouvez sur scène durant 2 jours Egon Kragel, David Gallet, Anton et Anaël Parks, Pascal Lafargue, Jean-Patrick Pourtal, Jocelyn F. Keller, Bluet Dio, Patrice Marty, Patricia Daré, OVNI, Paranormal, Spiritualité, Ancienne Civilisation, Artefact, Réincarnation. 10 conférences inédites, sans oublier la diffusion en avant-première du nouveau film de David Gallet sur les contacts extraordinaires. Les 10 et 11 novembre à Paris, au Forum 104. BTLV vous donne rendez-vous pour 2 jours de fête présentés par Bob. Infos et réservations sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Voilà les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Regardez ce parterre de spécialistes qui sera, bien sûr, les spécialistes seront avec nous pour vous accueillir. Patricia Daré, Patrice Marty, Jocelyn F. Keller, Bluet Dio, Egon Kragel, Anaël Parks, Anton Parks, Pascal Lafargue, Jean-Patrick Portal, David Gallet. David, d'ailleurs, tu présenteras, toi, lors de ces rencontres, un film que tu es en train de faire. Alors, ouais, j'espère simplement que le montage sera terminé. Non, tu te fous de moi, quoi. Je le vends, là, ton truc, là. Si jamais c'est pas terminé, ça sera une conférence qui sera sur le thème. Pas du tout, ça sera encore mieux, ça sera du live et de l'exclusivité. Tiens, va derrière Satanas. Toi, t'es envoûté, toi. Toi, t'es envoûté. Toi, t'es envoûté. J'en profite d'ailleurs pour dire que je serai à Rennes-le-Château le 28. Mais j'allais en parler, parce qu'on m'a parlé de Rennes-le-Château tout à l'heure. J'avais prévu tout cela, mais tu me spoil le truc, c'est un enfer. Je vais me fouetter avec des orties fraîches. Arrête, ça m'excite. Bon, je vais vous laisser. Hein. Quoi qu'il en soit, rendez-vous est pris, j'espère, 10 et 11 novembre, vous serez avec nous. C'est à Paris. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé à Paris avec les rencontres du mystère expliqué. On y revient, ça nous fait plaisir, parce que c'est à 5 stations de métro de chez moi, donc c'est plutôt cool. Rue de Vaugirard. Ce sera l'occasion, donc, pendant ces 2 jours, vendredi à partir de midi jusqu'au samedi 18h, de vivre des conférences assez exceptionnelles. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Alors moi j'en ai pas beaucoup de vérité, bien sûr, c'est celle de mes invités, notamment sur ces archives du paranormal. On va avoir un gros morceau maintenant avec Jocelyn F. Keller, une disparition, mon Jocelyn, oui. Qui va nous ramener voilà, en Californie. Exactement, en plus c'est une histoire très récente, elle s'est passée en 2020, c'est une histoire de disparition qui tourne au drame et qui va après plonger dans le paranormal. Ouais. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Alors, je vais vous présenter une personne qui s'appelle Sandra Lynn Johnson Hughes. C'est une randonneuse, elle a 53 ans. Alors, c'est une passionnée d'activité en plein air. Elle est décrite comme quelqu'un qui est costaud. Hein. Ouais, on voit fait 1m80, elle pèse autour un beau bébé, quoi. Et je dirais qu'elle pèse autour de 90 kg. Pourquoi je dis ça, vous verrez après. Elle a même suivi des études pour devenir ranger dans un parc national. Ouais. Elle a été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, elle n'a pas eu d'enfant. C'est en fait ce que les Américains appellent une survivaliste. C'est-à-dire c'est ces gens qui adorent passer du temps en plein air, qui adorent avoir tout le matériel, l'équipement. Et vivre de la nature, quoi, c'est ça. Donc, en fait, et voilà, et qui savent très bien survivre dans la nature. Limite, ouais. Exactement, exactement. Alors elle a habité à Hawaï jusqu'en 2020. Et en 2020, il y a eu la Covid, etc. Elle a déménagé en Californie. Et elle compte bien en Californie continuer à pratiquer tout ça. Le 26 juin 2020, elle téléphone à sa famille en disant « Je vais aller faire une randonnée en solitaire dans la Sierra Forest ». La Sierra Forest, c'est en pleine Californie, c'est pas très loin du Yosemite, gros parc national. L'idée, c'est elle veut être loin de la folie du monde, hein, on est en pleine épidémie à ce moment-là. Elle se dit qu'elle veut être seule en plein air, elle espère rester en bonne santé. Enfin, voilà. Et donc, elle part toute seule. Alors les jours vont passer, bien sûr, personne ne s'inquiète, puisque de toute façon on est habitué à ce qu'elle soit toute seule. On respecte tout à fait sa passion.
Sauf que le 5 juillet 2020, les responsables du parc de la Sierra National Forest vont trouver un campement abandonné dans un désordre absolu. Tous les équipements sont avec des objets éparpillés un peu partout. Ça me rappelle le Dyatlov. Hein. Ouais. Oui, un peu quelque part. On peut faire le parallèle, exactement. Sauf que là, on est en plein juillet, il fait très chaud. Pas de neige. Alors très vite, avec ce qui reste dans le campement, ils vont identifier ce campement comme étant celui de Sandra. Ils vont fouiller toute la zone et les rangers, alors, vont pas du tout trouver trace de la randonneuse, mais ils vont retomber sur sa voiture, une Saab. La voiture s'est écrasée contre un arbre, elle a basculé dans un ravin. Ils ont même estimé qu'elle roulait autour de 30 km/h quand c'est arrivé. Donc les agents du parc contactent la famille. La famille leur dit nous, voilà, on n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis le 26 juin. Et ils disent, quand on leur décrit le campement, ils disent c'est pas normal. C'est pas normal parce que Sandra était quelqu'un survivaliste, très organisé, très ordonné. Ça lui ressemble pas du tout. Donc ils font des recherches, on imagine un peu comme à chaque fois que quelqu'un disparaît, les chiens, la zone en hélicoptère, etc. On la trouve pas. La famille fait placarder des affiches dans toutes les localités parce qu'on est quand même en plein été. C'est un parc national, beaucoup de randonneurs. Ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui ont vu quelque chose. Voilà. Et justement, ce qui se passe, parce que tu as 2 randonneurs qui arrivent et qui disent « Nous, on l'a vu le 4 juillet. On l'a vu. Elle avait une ecchymose au visage. Elle marchait pieds nus. Donc les randonneurs lui demandaient si elle avait besoin d'aide. Et là, elle leur dit non, qu'elle allait très bien. Et elle a poursuivi son chemin. D'accord. Donc, déjà... Un peu étrange, étrange quand même. Ouais. Un peu étrange. Et en tout cas, ils l'ont bien reconnue. Hein. Ils ont dit sur l'avis de recherche, c'est bien elle qu'on a vue. Donc on sait qu'au moins elle était vivante la veille du jour où on a retrouvé son campement en désordre. Voilà. Mais bon, l'attitude est quand même très déconcertante. Plus étonnant, le dimanche 9 août, c'est-à-dire un mois plus tard, il y a 2 chasseurs qui aperçoivent une femme appuyée contre un arbre le long d'une route. À proximité de l'endroit d'ailleurs où on a retrouvé la voiture. Elle n'a pas du tout l'air en détresse. Elle leur fait aucun signe. Donc en fait, les chasseurs, eux, ils passent. Bon, ils font pas vraiment le lien avec cette histoire. Ils se disent que c'est une randonneuse qui s'est arrêtée là, qui fait une pause. Voilà. Et en fait, ils la reconnaissent sur les avis de recherche après. Et là, donc ils appellent les autorités en disant mais nous aussi on l'a vu. On l'a vu. Mais manifestement. Alors la seule chose qu'ils vont dire, c'est que par rapport à la photo, elle paraît beaucoup plus mince. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est un mois plus tard. Hein, si elle a passé un mois toute seule dans la nature à survivre, on ne sait pas très bien comment. Elle a forcément minci. C'est un peu comme dans le film Into the Wild. Oui, exactement. De ce film. Bon, bref, à la suite de cette annonce, on reprend les recherches dans toute la région. Mais bon, il faut imaginer la zone. Hein, c'est des montagnes, des lacs, des torrents. On le voit ici. C'est très, très beau. Hein, c'est beau. Voilà, c'est très boisé, très difficile à parcourir. Donc, bien sûr, on ne la trouve pas et on s'interroge toujours sur son comportement. Alors, pendant un an, il ne va absolument rien se passer jusqu'au 21 juillet 2020. Et là, l'histoire va basculer dans le paranormal. Parce que ce jour-là, il y a une famille qui s'appelle la famille Gorba qui est en train de pique-niquer dans la forêt, dans le comté de Madera. Donc c'est vraiment dans la zone où Sandra a disparu. Donc il y a là le père, Jack Gorba, la femme, Victoria, et ils ont 3 enfants. Donc ils commencent à déjeuner, à pique-niquer, et il y a un problème avec le petit. Le petit, qui a 3 ans, qui s'appelle Kedin, qui se comporte de manière assez étrange. Pendant tout le début du déjeuner, en fait, il a les yeux fixés sur la prairie qui est en face d'eux. Et il regarde vraiment un point précis dans la prairie. Tout à coup, il commence à s'agiter et il dit à ses parents, il y a une dame là-bas avec une chemise noire, elle a un jean et des cheveux bleus. Elle me fait très peur. Elle a besoin qu'on l'aide, mais elle est morte. Elle a la tête dans la terre, elle ne peut pas parler, mais elle est là, elle veut qu'on l'aide. En gros, il dit ça. À 3 ans. Ouais, à 3 ans. Donc là, on imagine la scène. Il y a le petit Expression Caddy. de 1912. Oui, c'est Ça perd l'hypopète. Et là, on imagine la scène. Il y a le petit Caddy, donc le gamin qui est choqué et qui pleure en disant « il faut me croire, il faut me croire ». Les parents, bien sûr, sont tout aussi choqués parce qu'ils entendent leur gamin dire quelque chose qui est totalement hallucinant. Donc ils vont essayer de le calmer, d'abord, essayer de le rassurer. Ils vont voir l'endroit qu'a désigné le fils, mais ils ne voient absolument rien d'anormal. Donc là, bon... Après ça a un peu gâché le pique-nique. Hein. Donc, ils décident de manger rapidement et après, ils rentrent. Oui, tu n'as pas forcément envie de manger. Ouais, c'est un peu, ça a jeté un gros froid. La famille Gorba rentre chez elle. Et les parents sont quand même très, très, très perturbés par cette description qu'a fait leur fils. Donc, ils se mettent à raconter cette histoire sur Facebook. Voilà, ils font un post sur Facebook en disant, voilà, notre fils a vu ça. Et puis, il nous dit qu'il a vu une dame avec chemise noire. Et puis, elle avait des cheveux bleus.
Et il demande donc à Facebook, enfin sur un forum, il demande est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une femme qui aurait disparu? Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont jamais entendu parler de Sandra Hughes, hein, jamais. Et là, il y a une réponse qui arrive, et la réponse, c'est le shérif Chris Williams du comté de Madera, qui lui, en découvrant le message, a bondi en disant mais c'est pas possible, ce qu'a vu le gamin, la personne qui a vu le gamin, c'est la description de Sandra Hughes. Exactement. Et on sait en plus qu'au moment de sa disparition, 1 an plus tôt, elle portait une chemise noire, des jeans et elle avait les cheveux bleus. Donc là, bien sûr, la police va aller voir la famille, va montrer au petit gamin les photos de Sandra et sur 3 photos, il va reconnaître. Il va dire c'est la dame que j'ai vue. D'accord. Exactement. Et le lendemain, le gamin avec son père et le shérif vont retourner à l'endroit de la rencontre. Bon, bah là, dans la prairie, ils vont rien voir du tout. Et Sandra, d'ailleurs, depuis, n'a toujours, là on est en 2023, elle n'a toujours pas été retrouvée. Alors cette histoire, elle est quand même très très bizarre parce qu'elle pose plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui est arrivé à Sandra Hughes? Est-ce qu'elle vit recluse quelque part? Est-ce qu'elle a eu un accident? Organisé aussi son Est-ce qu'elle a organisé sa disparition? Est-ce qu'il y a eu un acte criminel? Est-ce qu'elle est morte? En fait, tout ça, on ne sait pas. Et puis après, il y a le récit du petit gamin, de petit Cadine. Ouais. C'est-à-dire comment un gamin de 3 ans peut décrire aussi justement la disparue, avec des termes qui sont assez sophistiqués pour un gamin de 3 ans. Dans la forêt, croiser une personne avec des cheveux bleus, exactement. C'est quand même rare. Est-ce qu'il a eu une vision ou alors est-ce qu'il a aperçu le fantôme de la randonneuse? Voilà. On ne sait pas. Donc voilà, la disparition de Sandra qui a quand même des... Voilà, c'était visiblement une personne qui était assez costaud et qui pouvait faire face à la nature. Exactement. Et visiblement, elle a disparu. Donc, on n'a jamais rien trouvé. Pour l'instant, on ne sait pas où elle est. Bon. C'est une histoire qui fait partie de ces archives du paranormal que nous avons plaisir à vous conter ce soir, surtout David Gallet et Jocelyn Keller. Moi, je ne suis que le passe-plat. J'en profite pour saluer tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je rappelle également que BTLV, si vous nous découvrez, parce que je reçois sans cesse des messages, tiens, je viens de découvrir votre chaîne, etc. Sachez que, bien sûr, vous êtes plus de 226 ou 30 000 à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Mais BTLV, c'est aussi BTLV.fr et avant tout une plateforme pure player, comme on dit, pour prendre des termes américains, qui vous permet d'avoir accès à des dizaines et des dizaines, voire des centaines de replays sur les émissions qui font bien sûr de ce média le numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Comme je vais vous le démontrer avec une émission que vous allez avoir la joie de voir si vous êtes abonné en août, parce que rien ne s'arrête si bien sûr nous partons en vacances les uns et les autres. Il y a aussi des équipes qui travaillent et vous pourrez découvrir une émission que j'ai enregistrée avec Camille Vernat à la découverte des archives akashiques. Et vous allez voir ce qu'elle vous raconte là. Elle a eu une expérience de sortie de corps. Elle est allée voir ce qui se passe de l'autre côté. Regardez. J'avais vu toute une décorporation et tout un passage dans les corps subtils. Et quelque chose comme si on s'éloignait un peu petit à petit de la Terre. Il y avait un moment aussi où on pouvait un peu voyager, enfin bouger, aller ailleurs. Et on gardait quand même un peu cette mémoire d'humain. Et que petit à petit, on se détachait de notre mémoire, conscience humaine. Et il y avait quelque chose d'un peu plus de conscience universelle qui arrivait. Et puis à un moment, comme si on revenait là-haut. Et après, par contre, j'ai eu du mal à percevoir la future réincarnation. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu. Mais j'ai vu comme ça une sorte de dézoomage sur la Terre et une possibilité de voyager à un moment. J'ai pas forcément vu toutes les étapes dont on parle, avec le tunnel, avec la rencontre avec les guides, avec les archanges. J'ai pas forcément tout vu, mais c'était vraiment une sorte de passage dans nos corps énergétiques, nos corps subtils. Très belle émission. Accédez aux archives akashiques. Camille Vernat, elle est thérapeute et bien sûr, elle sera donc à votre disposition, en tout cas son émission, au mois d'août. Ce sera l'occasion peut-être, alors que vous serez en vacances, eh bien, de prendre 1 heure pour regarder et découvrir ce qui se dit dans cette émission et notamment sur ces archives qui, je le sais, vous passionnent énormément parce que moi, je suis assez friand de l'idée que nos pensées, nos idées, nos esprits, tout se barrent quelque part peut-être et font un grand cloud dans lesquels, alors je n'ai aucune certitude, mais dans lesquels peut-être certains pourraient se brancher. J'essaie de travailler sur une théorie qui rassemblerait les archives akashiques, les annales akashiques, et le fait que tu as toujours des idées quand tu es aux toilettes ou en prenant ta douche. L'eau. Il y a un côté. Ouais, non, mais il y a un côté. Pourquoi on a autant d'idées dans ces endroits-là?
Alors moi, c'est pas aux toilettes que j'ai les idées, moi, sous la douche. Non, mais après, chacun son truc, hein, donc voilà. Mais non. Mais le nombre d'idées que j'ai eues sous la douche, c'est... Ah ouais? Tous les idées de livres, par exemple, sous la douche. Non, mais écoute, en tout cas, tant mieux pour toi. L'eau est peut-être une clé. Non, mais alors l'eau, souvent on le dit, hein, dans l'énergétique, dans la médiumnité, dans les fantômes, on dit souvent qu'il y a de l'eau un peu partout et que ce serait un véhicule. Alors, dans cette émission qui nous permet de réouvrir, c'est la deuxième fois hein, que nous faisons les archives du paranormal. Avec David, on va évoquer cette fois-ci un chiffre mystérieux qui est apparu dans l'œil d'une femme, une jeune fille, c'est ça? 22,4. En fait, c'est une famille, les Le Guen, qui vivent en Bretagne et qui vont faire le buzz dans les années 1900-1906, en fait, exactement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont une petite gamine qui a 4 ans et dans son œil, elle a un œil bleu, magnifique, mais dans l'œil, il y a une particularité assez incroyable, il y a le chiffre 22,4 parfaitement lisible et bien dessiné. Je lis l'article de l'Écho du Merveilleux sorti le 1er août 1906. Le type raconte, le journaliste dit « Les chiffres parfaitement visibles sont très bien formés, de même que la virgule qui sépare le second du 4. » Il y a une virgule. Oui, il y a une virgule, ouais. 22,4. Les savants locaux, médecins, apothicaires discutent. Il est certain que ce chiffre ne provient pas d'un tatouage médical au nitrate d'argent, ça se faisait déjà à l'époque. Peut-être est-il formé par les dessins des stries de l'œil. Les 2 yeux sont très beaux, d'une limpidité parfaite, la pupille est normale et l'enfant ne souffre d'aucun malaise. C'est particulièrement bizarre. Alors malheureusement, on n'a pas de photos, en tout cas moi j'en ai pas retrouvé. Peut-être qu'il y en a dans les archives médicales, mais moi, en tout cas, je n'ai pas vu de ça. Ce qu'il y a, c'est que ça va passionner la France entière, parce qu'il va y avoir des articles de journaux nationaux. Il y a évidemment des spécialistes parisiens, notamment, qui vont venir étudier la petite gamine, et ça va faire vraiment le buzz partout. C'est assez extraordinaire, ce chiffre. Pourquoi c'est extraordinaire et pourquoi c'est classé, on va dire, dans le paranormal? Parce qu'il y a un journaliste qui va venir sur place. Il y en a plein des journalistes, mais en tout cas celui-là, il va être un petit peu plus furet que les autres. Il va aller un petit peu partout. Il va aller dans un port, parce qu'il faut savoir que la gamine a perdu deux de ses frères dans un accident, un accident de bateau de pêche. Donc en fait, le bateau a chaviré et 2 de ses frères sont morts. Or, le journaliste, il va aller dans le port de Douarnenez, qui est pas très loin de là où ils habitent, et il dit dans un article, ce journaliste, ajoutons qu'un bateau de pêche de Douarnenez, port voisin, donc de celui d'où habite la famille, porte le numéro 22,4. Il n'y a là qu'une coïncidence, mais elle méritait d'être signalée. Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que quand on fouille, parce que le journaliste n'a pas eu cette information, c'est que les 2 frères en question sont morts un 22 avril. 22,4. C'est quand même extraordinaire, ça, comme histoire. Et juste un truc, c'est que j'ai essayé de trouver toutes des histoires en lien avec des taches, des formes, etc. Oui. Alors là, on peut revenir sur des cas de réincarnation de gens qui ont des traces, des blessures antérieures, etc. Mais il y a un cas qui est quand même assez extraordinaire. J'ai appelé ça un miracle dans les yeux. Je m'intéresse beaucoup aux apparitions mariales, mais celle-ci est vraiment particulière. En fait, il y a eu une apparition dans le Calvados, à Tilly-sur-Seul, au XIXe siècle. Marie Martel et Louise Paulinière qui affirmaient voir la Vierge dans un lieu-dit qui s'appelait le Champ-le-Petit. Or, il y a eu plein de gens qui sont venus voir ces 2 gamines en extase, et des médecins, et des spécialistes, et des scientifiques. Ils ont regardé les yeux, notamment de la petite Marie Martel, et là, on y voyait parfaitement ce que un des médecins va dire, comme si son œil était voilé. Et il va l'observer de plus près. C'est-à-dire qu'en fait, il va voir son œil assez bizarre, une fois qu'elle voit la Vierge. C'est-à-dire qu'une fois que la gamine voyait la Vierge, le médecin regardait les yeux de la gamine, il disait il y a quelque chose de spécial, et là, il dit ce qu'il voit. Il dit la tâche que j'avais remarquée se produisit à nouveau, à mon grand étonnement, parce qu'il n'y croit pas en fait, il croit que c'est juste une illusion d'optique quelque part. Je quittais ma place pour examiner de plus près ce phénomène. Je vis alors ce que j'avais pris pour une thé, une thé, c'est donc une sorte de voile justement, d'une nuée formée, en fait il a vu plutôt quelque chose une nuée formée de petits nuages floconneux qui occupaient en hauteur toute la partie colorée de l'œil et avaient un mouvement de rotation sur eux-mêmes. Il faut imaginer que ça tournait, des petits nuages colorés qui tournent dans l'œil de la jeune fille. C'est un médecin qui raconte ça, c'est pas un fou. Hein. Bientôt la partie supérieure de cette nuée s'éclaira, puis toute la nuit enfin, les petits nuages qui étaient en avant se dissipèrent et je vis au milieu d'une niche formée par ces mêmes nuages une petite statuette de la Vierge qu'on eût dit être en émail.
quand même extrêmement bizarre. Le type n'est pas croyant. Il est pas athée, mais en tout cas, il n'est pas croyant. Et il voit ça. La forme était élégante, les plis de la robe tombaient, etc., etc., etc. C'est quand même assez dingue. Donc, en fait, dans l'œil des jeunes filles ou dans l'œil de certaines personnes, on peut y voir ou des signes ou des apparitions. Parce que ça, c'est un des rares cas étudiés d'apparition de la Vierge où des spécialistes, des scientifiques ont pu voir quelque chose de particulier dans l'œil. Il y a d'autres cas, je diverge un peu sur les apparitions de la Vierge, mais d'autres cas, on va les brûler, toucher, piquer, etc. Les personnes, dans les cas, on va dire, avérés... En fait, on voit les stigmates, en fait. On voit les stigmates, etc. Mais là, il n'y a strictement rien. Et puis, elles ne clignent pas des yeux, elles sont totalement focalisées sur quelque chose que personne ne voit, et je trouve ça assez extraordinaire. Donc voilà, c'était des histoires. Mais ça fait partie aussi de ces choses qui... de ces anomalies peut-être physiques qui mettent toutes ces personnes sur le même niveau que certains animaux qui voient des choses. Regarde, on dit que le chat voit ce que tu ne vois pas, que les chiens c'est pareil, donc on peut imaginer. Je sais qu'il y avait eu le cas d'une femme, je crois, qui avait eu un problème cérébral et qui voyait à plus de 1000 mètres. Tu sais, mais de façon hyper précise, quoi, en fait. Donc, déjà, il y a un truc qui est fort. Ça veut dire que tout cela indique qu'on a des possibilités. C'est ça. Parce que si ça arrive une fois parce que tu as une anomalie, ça veut dire que l'œil est capable de le faire. Ça veut dire qu'imaginons qu'on arrive à le développer, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Pour ceux qui ont plus de 50 ans, ils s'en souviendront. Mais voilà. Mais donc, tu peux avoir ça. Et c'est un peu pareil pour les apparitions, pour la médiumnité. On peut imaginer qu'on a tout dans notre tête, mais que tout est un peu verrouillé et qu'il suffirait de pas grand-chose, peut-être, pour que ça se déroule. C'était le cas de Derek Amato avec qui j'ai pu m'entretenir, discuter. C'est un Californien, enfin maintenant il habite en Californie. Le type reçoit un ballon de foot américain dans la tête, il tombe dans la piscine. En fait, il joue avec ses potes, il fait semblant de tomber dans la piscine, sauf qu'il se heurte la tête contre le rebord de la piscine. Il va avoir un choc tel qu'il va être emmené directement à l'hôpital. Il ne va pas rester très longtemps à l'hôpital. On va lui détecter une commotion cérébrale importante, mais pas si grave que ça. Et puis au bout de 2 jours, il va rentrer chez lui. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ce type qui n'avait jamais touché une guitare, un violon, un piano, au bout de 2 jours, il va aller chez un de ses copains. Il y a un piano dans le couloir de la maison. Il va commencer à jouer, mais alors comme un dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il compose, il joue, il rejoue tout ce qu'il a pu entendre sans aucun problème. Il va faire pareil avec une guitare et même avec un violon. Ouais. C'est un truc de fou. Alors là, il y a 2 explications. Enfin, il n'y a pas d'explication d'ailleurs là-dessus. Il y a 2 hypothèses possibles. C'est-à-dire, soit on a tous effectivement en nous les capacités et il faut un déclencheur pour qu'on puisse, et c'est peut-être d'ailleurs nous-mêmes le déclencheur. Ouais, puis on a peut-être la mémoire de ce que l'on a entendu, voilà. Et que là, tout d'un coup, cette mémoire, elle ressurgit et elle se transforme physiquement dans les doigts du mec. C'est très improbable de savoir rejouer du piano sans avoir appris quoi. Il y a des gens qui arrivent à avoir des facultés après un choc. Oui, c'est ça. Ouais. Ou alors, on est connecté effectivement à quelque chose de plus vaste, et puis cette porte s'ouvre de temps en temps, et puis c'est comme dans Matrix, on a téléchargé le programme, et pouf, ça marche. On en revient aux annales akashiques qu'on évoquait tout à l'heure, et ce cloud peut être impuissant. Mais à propos de facultés qui se sont déclarées, je me souviens d'un film avec John Travolta, où il est en train de mourir, il a une tumeur cérébrale, et il devient médium. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film des années 90. Walken dans Dead Zone. Ah, oui, exactement. Donc voilà. Accident de hockey, il tombe sous l'eau, etc. Exactement. Et après, il y a non, il a un accident de voiture, lui. Il a un accident de voiture avec une coccinelle. Qui ça Christopher Walken, Dead Zone. Dans Dead Zone, ouais. Voilà. Ah oui, non, pardon, il voit, pardon, non, oui, quand il vient de médium, il voit un accident, un petit gamin qui tombe dans un lac. Oui, c'est ça. Donc voilà, on peut imaginer que finalement, toutes ces choses-là, tous ces traumatismes, déclenchent quelque chose. Parce que c'est ce que je dis, si ça arrive chez certains, c'est qu'on l'a tous. Enfin, c'est-à-dire que cérébralement, si ça marche chez l'un, on est tous à peu près constitués de la même façon. C'est comme les guérisons spontanées. Voilà, des gens sont capables de se guérir de trucs extrêmement graves, et d'autres pas. Et d'ailleurs, la grande majorité ne se soigne pas. On a fait une émission, un live, juste avant que je parte en vacances, sur justement les guérisons spontanées, et c'était absolument incroyable. On avait un Toubib, Yann Tiberghien, qui était à Saint-Barth, qui a écrit un bouquin, ils étaient tous condamnés, et là on a des cas qu'il nous a racontés qui sont absolument dingues. Donc voilà, c'est ça aussi BTLV, si vous nous découvrez, c'est l'occasion peut-être d'ouvrir, alors pas la boîte de Pandore, mais en tout cas des dossiers qui posent question, parce qu'on le rappelle, on n'a aucune vérité, on n'est bien sûr pas là pour vous en donner, puisqu'on est juste dans le questionnement, et c'est ce qui fait que peut-être vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous retrouver. Je voudrais vous annoncer quelque chose, j'ai fait, je crois que c'était le dernier avant
avant mon départ en vacances live, j'ai fait un spécial À toujours, un film assez joli, un court-métrage de 20 minutes, réalisé par Philippe Garcin. Il y avait les réalisateurs, les acteurs, Pascal Légitimus qui était là, qui joue le chaman. Et bien, et je l'avais promis à Philippe, ravi de vous apprendre que le 6 août à 21h, le film sera projeté à Rennes-le-Château. Projection donc de ce court-métrage À toujours, en présence du réalisateur et de l'acteur Pascal Légitimus. Il y a un petit festival, c'est hors compétition, mais ce sera l'occasion pour vous de voir ce film. Et voilà, puisque la perche m'est tendue, je reviens sur Rennes-le-Château et mon ami David Gallet qui y sera. Oui, alors je ne serai pas le 6 août, mais le 28 août pour une conférence sur les zones d'ombre de Rennes-le-Château et le 30 pour une table ronde avec mes amis Jean-Patrick Pourtal, Christian Doummergue, le maire de Rennes-le-Château, Alexandre Pinco, et puis j'en oublie, j'en ai forcément oublié, c'est sur l'affiche en tout cas, et c'est une table ronde qui va être passionnante parce qu'on va pouvoir découvrir quelques hypothèses inédites. Bon, rendez-vous est pris si vous êtes dans l'Aude, du côté du pays Qatar. C'est gratuit. Et voilà, et vous pourrez vivre quelque chose, déjà la découverte de Rennes-le-Château, parce que c'est un joli village. Et puis ce sera l'occasion pour vous de voir bon nombre des invités de BTLV, quand même, Christian Doummergue, Jean-Patrick Pourtal et David Gallet en conférence. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Eh oui, celle de mes invités, à commencer par David Gallet, Jocelyn F. Keller, qui sont ensemble sur BTLV ce soir pour nous raconter toutes ces histoires. Et on va enchaîner avec quelque chose qui devrait vous fasciner. La lettre du diable, mon Jocelyn. Alors, c'est une histoire que j'ai découverte assez récemment. Ça se passe en Sicile. Ah, c'est chez moi ça. Alors c'est vrai que le diable, on en parle assez souvent sur BTLV, on parle de démonologie, de possession, on a parlé d'objets maudits aussi. Mais est-ce qu'il serait possible qu'un jour le diable ait écrit aux humains ? Ah, c'est une bonne question. Déjà, il les possède parfois, mais alors là, qu'il leur peut nous écrire. Je sais en fait, c'est toute la question autour d'un document absolument extraordinaire qui est conservé en Italie et qu'on a baptisé la lettre du diable. Voilà. Alors l'histoire, c'est d'abord celle d'une jeune femme, une jeune Sicilienne née en 1645, qui s'appelait Isabella Tomasi, dans une riche famille où, j'ai envie de dire, tout le monde est religieux, extrêmement religieuse. Sicile. Ses frères et sœurs, il y en a plein qui sont rentrés dans les ordres. Si t'es pas religieux en Sicile, ils te jettent dans l'eau. Voilà. Oui, mais là, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'ils sont très poussé à l'extrême, quoi. Voilà, non seulement ils sont très croyants, mais ils sont très actifs, puisque le père Giulio Tomasi et son oncle Carlo, c'est même eux qui ont obtenu à la fois la permission et qui ont financé toute la construction du monastère à Palma di Montechiaro. On est dans la province d'Agrigente, donc à l'ouest de la Sicile. Voilà. Et c'est dans ce monastère, justement, construit par le père et l'oncle, que Isabella entre à son tour le 7 octobre 1660. On ne sait pas très bien si c'est de son plein gré ou si elle était promise à cette vie retirée par sa famille. À mon avis, c'était plutôt la famille qui a fait pression. Bon, en tout cas, elle a prononcé ses vœux sous le nom de Sœur Maria Crocifixa della Concezione. C'est elle qu'on voit, là ? Absolument. C'est ça. Absolument. Sœur, en français, Sœur Marie. Très heureuse de rentrer. Non, Sœur Marie crucifiée de la Conception. Voilà, déjà la base, tu vois. Donc elle va commencer une vie de religieuse, consacrée à la prière, à la méditation, voilà, les travaux les plus humbles et une relation intime et fervente avec Dieu. En 1672, ça va t'intéresser David, Sœur Maria aurait une vision de Notre-Dame des Douleurs qui lui aurait dit « La croix sera ton cloître perpétuel ». La croix est déjà établie, il reste à monter lentement dessus et à être crucifié parfaitement. Ambiance, ça donne de l'espoir, oui. Ça donne beaucoup. Voilà. Selon le témoignage d'une autre sœur qui a beaucoup côtoyé Sœur Maria, celle-ci vivait continuellement dans la pénitence, acceptant avec joie certaines infirmités qui commençaient à la frapper. C'est que du bonheur, c'est du bonheur sa vie, voilà. Alors positiver dans ces cas-là. Exactement. Donc arrive en fait le fameux 11 août 1676 et on arrive donc à notre histoire. Ce jour-là, on s'inquiète de ne pas la voir, donc toutes les autres sœurs du monastère se rendent dans sa cellule. Et là, ils vont trouver Sœur Maria assise par terre, les yeux hagards. Elle a la moitié gauche de son visage qui est maculée d'encre. Elle a un encrier sur les jambes et elle tient dans une main une feuille de papier. Et sur cette feuille, il y a un texte qui est écrit à la main, dans un alphabet absolument incompréhensible. Et Sœur Maria se tourne vers les autres sœurs et leur dit « Cette lettre m'a été dictée par le diable, par Satan. » Voilà. Donc on va examiner la lettre, effectivement, aucun mot n'est reconnaissable, sauf un seul qui est écrit de la main de Sœur Maria, hélas.
Alors la religieuse n'a aucun souvenir d'avoir écrit la lettre, hein, mais elle est convaincue d'avoir été possédée un moment par le diable, et c'est le diable qui l'aurait obligée à écrire cette lettre pour faire passer un message aux hommes. Alors Sœur Maria explique qu'elle est la seule à comprendre le sens du texte, mais qu'elle ne peut pas le dire. Physiquement, elle ne peut pas le dire. C'est comme si on lui interdisait. Donc la lettre est remise aux autorités ecclésiastiques et Sœur Maria va poursuivre sa vie d'isolement. Elle meurt le 16 octobre 1699, en prononçant d'ailleurs les mots « Saint, Saint, Saint » 3 fois. En 1701, il y a un procès en béatification et le 15 août 1787, hein, donc on est bien presque 100 ans après, le pape Pie VI va la déclarer vénérable. Alors la lettre, vous allez me demander qu'est-ce qu'elle devient, elle tombe dans l'oubli. Et en fait, elle ne revient dans l'actualité que vers 1950, lorsqu'un certain Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alors, qui n'est pas très connu en France, mais très connu en Italie, parce que c'est l'auteur du roman Le Guépard, qui a donné le film avec Alain Delon. Burt Lancaster, etc. Le film de Visconti avec Alain Delon. Et donc Tomasi di Lampedusa, Tomasi, hein, c'est un lointain descendant de la religieuse. Et il est tombé, alors on ne sait pas très bien comment, sur cette lettre, et il s'est mis en tête de dire, je vais la décrypter, je veux comprendre ce que le diable, ou en tout cas ce qui a écrit dans cette lettre. Exactement. Alors lui va essayer plein de tentatives, va essayer plein de choses, il ne va pas y arriver. Le journal Domenica del Corriere va même lancer un concours en demandant aux gens si quelqu'un est capable de traduire la lettre, personne ne va y arriver. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes. Oui, des cryptologues, on appelle ça. Des cryptologues, on se souvient que José Rodriguez de Santos, son héros, c'est un cryptologue. Exactement. Voilà, c'est assez tardif finalement la tentative de description, de décodage de cette... oui, complètement. Voilà, 3 siècles après. Exactement, pendant 3 siècles. Non, elle est restée dans les... Lui, il a peut-être eu accès par accident, il a peut-être cherché des archives sur sa lointaine ancêtre. On ne sait pas bien, en tout cas, c'est lui qui l'a remonté dans l'actualité. Il y a des auteurs de polar très connus comme Andrea Camilleri, qui écrit beaucoup de polars, qu'on trouve en livre de poche. Il s'est aussi passionné pour cette lettre. Pareil, sans succès. Et finalement, il a fallu attendre 2017 avec une équipe d'informaticiens italiens du Ludum Science Center de Catane, en Sicile, qui a annoncé avoir partiellement déchiffré la lettre. Alors comment ils ont fait? Ils ont utilisé un algorithme de décryptage complexe qu'ils auraient trouvé sur le dark web. C'est là où on trouve plein de trucs très chelous. Il ne faut pas y aller sur le dark web, parce que vous serez surpris. En tout cas, eux ont utilisé un algorithme trouvé sur le dark web qui utiliserait des lettres des alphabets latin, grec, runique et yézidi. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et bref, ils sont arrivés avec ça à trouver une série de mots ayant tous un sens, mais dont l'enchaînement reste difficile à interpréter. Voilà. Alors la lettre décrirait la relation entre les humains, Dieu et Satan d'une manière assez incohérente. Le diable aurait écrit « Dieu pense qu'il peut libérer les mortels, ça marche pour personne. Peut-être que maintenant, le Styx est certain. » Le Styx, c'est le fleuve des morts. Hein, voilà. Dans la lettre, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit seraient également décrits comme des poids morts. Il est aussi fait allusion à la justice, à des punitions, enfin plein de choses comme ça, mais c'est très difficile à interpréter. On peut l'interpréter de mille et une façons. Voilà. A priori, on pense que la lettre serait adressée à Sœur Maria directement pour qu'elle abandonne sa foi. Voilà. Et donc Daniel Abete, qui est l'un des chercheurs qui a décrypté la lettre, qui n'est pas du tout versé dans la chose religieuse, lui pense que Sœur Maria en fait était très douée en linguistique, qu'elle était peut-être schizophrène voire bipolaire, qu'à l'époque ça se soignait pas du tout, et qu'elle aurait donc très vite on faisait elle aurait inventé. Et puis c'est le diable. Dès que les gens étaient psychiquement un peu instables, sans s'en rendre compte, inconsciemment, une sorte d'alphabet. Avec beaucoup de soin en mélangeant des symboles qu'elle aurait vus ici et là. Alors c'est vrai que lui dit chaque symbole est super bien pensé, structuré, ça montre vraiment une initiative alors soit intentionnelle, soit inconsciente. Et ça serait pour lui la conséquence indirecte de cette vie triste, stressante, passée entre 4 murs et qu'elle aurait peut-être cherché à fuir d'une certaine manière. Alors voilà, aujourd'hui on ne sait pas du tout, la lettre fait 14 lignes exactement, 14 lignes mystérieuses. Est-ce qu'elles sont vraiment d'origine diabolique ou bien est-ce que c'est l'œuvre d'une personne malade? Ça paraît plutôt l'œuvre d'une personne pas en forme. Peut-être. En tout cas, on ne peut pas le savoir. Et elle est où cette lettre maintenant? Alors, elle est conservée dans le monastère de Palma di Montechiaro. Et il y a des copies dans la cathédrale d'Agrigent et dans la bibliothèque. Et en 2000, la lettre, l'original, a été exposée au public pour marquer le 300e anniversaire de la mort de Sœur Maria. Et alors, ce qui m'intéressait derrière, c'est qu'il paraîtrait que dans les archives de l'église sicilienne, il y aurait aussi 2 autres messages du diable que la religieuse n'a pas écrit et qu'elle aurait emmené avec elle dans la tombe, mais qu'elle aurait peut-être donné aux ecclésiastiques. Voilà. Et en tout cas, à propos de ces 2 messages qu'on ne connaît pas, elle aurait dit à ses sœurs « Le temps viendra pour vous de tout entendre et de tout voir.
C'est ça, les archives du paranormal ce soir avec Josselin qui vient de nous raconter une très très belle histoire. C'est pas fini, hein. Dans quelques instants on évoquera alors un cas incroyable, celui d'un boxeur insoulevable. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde a essayé de le soulever. En plus vous allez voir, hein, c'est pas un musclor, hein, c'est pas Hulk, hein, c'est un petit bonhomme et personne n'a réussi à le soulever. Donc on en reparle dans quelques instants, juste après vous avoir rappelé que nous sommes partenaires d'un magazine, c'est Infinité. Le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyage aux confins de la conscience. Psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 € au lieu de 51,60 €. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Alors bien évidemment, le prix c'est pas par mois, hein, c'est pour l'ensemble des numéros. Le nouveau d'ailleurs, tiens, le voici. Il arrive en kiosque, Infinité numéro 2, avec à la rencontre des médiums. Que perçoivent-ils vraiment? C'est une vraie question. Voilà, il y a beaucoup d'articles. C'est très très bien fait, c'est très bien écrit. Il y a une partie bien sûr de ce magazine qui est tirée des émissions de BTLV, mais aussi il y a 80% de nouveautés. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. En plus, il y a un prix défiant toute concurrence. Et quand vous vous abonnez, en fonction de la date à laquelle vous abonnez, vous recevez en PDF le numéro d'avant. Et bien sûr, les 4 numéros qui suivent, ça c'est comme ça. Donc comme ça, vous n'êtes pas lésés. En tout cas, merci à vous si vous arrivez. On va donc parler de ce boxeur insoulevable avec David. Alors, pour l'occasion, pour l'écriture d'un bouquin qui s'appelle Mystérieuses archives, je m'étais plongé dans... T'as vu comment il le place, le truc? T'as vu comment il place son... Voilà. Comment il a placé son truc? Je m'étais donc plongé dans toutes les archives à la recherche d'histoires absolument extraordinaires. Et je suis tombé sur une, parce qu'on cherche toujours un peu dans la sorcellerie, dans le mystère, mais là, pour le coup, c'était assez extraordinaire. L'histoire d'un boxeur, effectivement. C'est le premier article sur lequel je tombe, en fait, il date du 16 décembre 1920, et ça relate l'histoire d'un boxeur. C'est le Petit Parisien, vous pouvez aller voir sur Internet, je crois que dans Gallica, ils ont ces archives-là. C'est ça? C'est ça? C'est pas exactement celui-là. C'est un vieil article, ça, quand même. C'est un vieil article aussi, parce qu'il y en a eu pas mal après, évidemment, vous allez comprendre pourquoi. On y dit que Johnny Coulon, qui est un boxeur fameux, il fut champion du monde des poids coqs, il est né à Toronto au Canada le 12 février 1889. À l'heure actuelle, il a 31 ans, il mesure 1,53 m et il pèse 49 kg. Donc effectivement, 1,53 m, 49 kg, c'est pas Stallone, c'est pas Schwarzenegger, il est pas immense. C'est ça, on voit le bonhomme. Hein. C'est-à-dire que moi, à côté, je suis un géant. Vous voyez, donc, voilà. Alors, jusque-là, il n'y a rien de remarquable, hein, c'est juste un petit boxeur, poids coq, donc, mais il se différencie, nous dit l'article, par un pouvoir étrange semblant tenir de la sorcellerie qu'il s'est découvert récemment lorsqu'un homme, quelle que soit sa force, veut le soulever de terre, eh ben, il ne peut pas le faire. Pour obtenir ce résultat plus que surprenant, Johnny Coulon n'a qu'un geste à faire, en fait il en a deux, c'est-à-dire toucher simultanément celui qui veut le soulever dans la région de l'artère carotide et d'une main, et puis dans l'autre, il va toucher l'artère radiale, je crois que ça se situe par là, me semble-t-il. Et donc le double attouchement qui est fait, alors il touche, hein, il n'appuie pas comme un malade, hein, il touche simplement, et ben ce geste-là, ces deux gestes-là, font en sorte qu'il est impossible de le soulever. Et là, il va y avoir évidemment un concours, parce que le type va venir à Paris, hein, notamment, il fait ce la tournée des Grands Ducs. Exactement. En fait, c'est les bêtes de foire à l'époque. Voilà, mais il passe quand même du stade de boxeur au stade de bête de foire, effectivement. Ouais, et donc, il va faire les rings aussi, hein, les salles de boxe, etc. Mais là, ça devient un spectacle. Et il demande, alors en général, c'est à la fin des combats de boxe qui ne sont pas les siens d'ailleurs, à la fin, on dit, bon ben voilà, nous avons Johnny Coulon, l'homme insoulevable, que les plus forts viennent, et les plus forts vont venir, puisque il y a un type, par exemple, qui est un haltérophile, il s'appelle Yves Boulanger. Alors lui, il soulève 180 kilos à main nue. Ouais, c'est ça. Il se dit 49 kilos, ça doit le faire quand même.
impossible. Alors là, les journaux commencent à s'intéresser à ce cas-là, et notamment les journaux parisiens, puisque le type est en tournée. On va l'appeler le boxeur sorcier, parce qu'on se dit, c'est pas possible. Il y a forcément un truc illusionniste, il y a forcément quelque chose. Il y a l'Écho des sports qui va faire un numéro quasiment dessus, en tout cas un très grand article. Ils vont décrire en fait ce que cet Américain, enfin ce Canadien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment sur scène. Et puis, il n'y a rien à faire. Les types arrivent, essaient de soulever par tous les moyens, mais ils sont en sueur, ils sont en nage. Ils n'arrivent absolument pas à le décoller. Mais il a quand même une action, lui. C'est-à-dire qu'en fait, il bloque quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il a senti peut-être que si tu appuies, ça a enlevé la force de quelqu'un, peut-être. Oui, mais sauf que, alors tout le monde le voit. D'ailleurs, ce qu'il fait, je pourrais le faire là, ici, sur ce plateau-là. On voit très bien ce qu'il fait. Donc les autres, les magiciens, ils essaient de faire la même chose. Évidemment, ils essayent de faire la même chose. Et ça ne fonctionne pas. Il n'y a que lui qui, en fonction de ses attouchements, en touchant très délicatement 2 points du corps, fait en sorte qu'il soit insoulevable. Alors, il va quand même parler, ce Coulon, j'ai bien prononcé, il va parler, et il va dire, écoutez, j'ai pas vraiment de truc, je pense simplement, une fois que je fais ce geste-là, je pense simplement que je pèse beaucoup plus que je ne suis, et le fait de penser, de me convaincre que je suis extrêmement lourd, fait que les gens n'arrivent pas à me porter. Alors là, quand même, monsieur David Gallet, vous m'avez montré une petite vidéo d'un mentaliste que vous avez fait venir quand même au presbytère. Absolument. Et il y a une expérience qui est assez folle, c'est qu'il touche... Tibor, oui. Voilà, il touche le bras de quelqu'un, je sais pas quoi, et en fait, on le ressent de l'autre côté. Enfin, il y a de la psyché là-dedans, donc on peut imaginer En fait, il y a 2 personnes assises, voilà. Il touche les bras d'une personne, et c'est l'autre qui le ressent. Et c'est celle de droite qui réagit. Absolument. Ouais. Donc, il y a peut-être des explications. Alors, là, pour le coup, il y a une explication, mais je ne vais pas non, mais à Tibor, on ne va pas lui dire, on ne va pas dire qu'on ne va pas vendre la mèche. Là-dessus, oui, il y a une explication. Mais ça peut être ce même genre de technique, non? Alors, mais évidemment que tous les gens se sont posé la question à l'époque, on est en 1920, 21, 22. Oui, mais moi je vous la pose en 2023, monsieur. Alors 2023, c'est pas exactement la même chose, parce qu'il faut savoir qu'il y a... Alors, je veux continuer mon histoire, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un type... Non, mais parce que l'anecdote est rigolote. Il y a un type qui s'appelle Maurice Deriaz, qui est un Suisse. Il est champion du monde de soulevé de poids. Et lui, il va parier publiquement. C'est-à-dire qu'il va dire à tout le monde, les gars, je vous parie 2000 francs. C'est à peu près 2000 francs à l'époque, c'est le salaire moyen sur 6 mois. Hein, donc 6 mois de salaire moyen, beaucoup d'argent. C'est quand même pas mal d'argent. Et il parie qu'il va évidemment soulever ce Johnny sans aucun problème. Sauf qu'il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver pendant des années. Puis après, je vais revenir un petit peu dessus. Il y a la science qui, évidemment, va se pencher sur ce cas assez particulier, singulier. Oui, clairement. Donc, des scientifiques, des médecins. Il y a le professeur Charles Richet, qui est connu pour être quand même assez versé dans le paranormal, on va dire. Mais il a été quand même prix Nobel de physiologie en 1913. Il est renommé. Il y a Pierre Sébilot aussi, qui est un chirurgien de faculté de médecine. Enfin, tous ces gens-là vont inspecter Johnny Coulon. Et ils ne vont pas avoir de réponse. C'est-à-dire qu'ils vont regarder comment il fait, parce que Johnny se prête alors absolument sans problème à toutes les expériences possibles et imaginables. Ils disent d'ailleurs, le pouvoir de Johnny Coulon touche à l'occulte. Il paralyserait son adversaire, c'est ce qu'ils en font une sorte de conclusion. L'homme qu'on ne peut soulever de terre demeure le mystère prodige dont nous avons entretenu déjà nos lecteurs en dépit des expériences qui se multiplient et des hypothèses nombreuses qui s'échafaudent autour de son cas. On parle aussi de magnétisme animal à l'époque. Alors c'est un terme qui évidemment est passé un petit peu de mode. Il y a des études notamment d'un type qui va dire mais non mais il hypnotise les gens, il leur fait croire. Voilà, c'est ça. Il leur fait croire que, mais voilà. En tout cas, ils finissent l'article avec un truc assez dingue. Johnny Coulon entre dans l'occulte, le merveilleux, devant lequel la science est muette. Donc c'est quand même assez dingue. Alors, on n'a jamais trouvé l'explication. Alors si, il y a eu quand même des hypothèses. On a pensé notamment à quelque chose qui est assez incroyable, mais qui est jouable. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 1980, d'ailleurs c'est dans les années 2000, il y a une émission de télé qui s'appelle Tell a Lie, raconte-nous un mensonge, en gros. On est en 2011, c'est une émission américaine. Et là, eh bien, ils font des expériences dans cette émission. Et là, il y a un type qui va dire, écoutez, moi-même, je vais faire ça, l'expérience d'un type insoulevable. En fait, c'est une femme, je crois qu'il ne connaissait pas l'histoire de ce fameux Johnny Coulon. En tout cas, cette femme-là dit avoir le pouvoir d'être insoulevable. Et effectivement, sur le plateau de télé, on voit des gens qui tentent de soulever cette jeune femme qui doit peser à tout casser 50 kilos et qui sont dans l'impossibilité de la soulever. Sauf que la différence avec le fameux Johnny, c'est qu'elle met effectivement ses mains, elle pose ses mains à des endroits précis aussi, mais qui créent une distance.
C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez soulever cette tasse comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez la soulever avec le bras tendu, c'est déjà un peu plus compliqué. Vous allez tout de suite sentir que c'est plus lourd. Donc en fait, elle manipule en gros les gens qui sont devant elle, juste pour faire en sorte que ça soit plus compliqué. Et vous ne pouvez pas soulever une personne avec un bras tendu, parce que les 50 kilos que vous avez en face font 150 kilos. Il faut multiplier par 3 globalement pour soulever. Donc, ça, c'est une explication. Sauf que quand on regarde les images de Johnny Coulon, parce qu'il a été filmé notamment par Pathé, les actualités Pathé, on le voit, eh ben, il est tout près des gens. Les gens sont tout près de lui, ils essayent comme des malades. Et il va y avoir un type, vous vous souvenez du type qui avait fait le pari, qui avait parié les 2000 francs de l'époque, ce fameux Suisse. Eh ben, Johnny Coulon va faire une tournée en Suisse pendant plusieurs semaines, et le Maurice en question, là, celui qui a fait le pari, il va aller à tous les shows de Johnny. Tous les soirs, il se prend une gamelle, puis un soir, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'était le 6 février 1921, et ben il va le soulever de quelques centimètres. Wow. Et là, alors là, fini, évidemment, des articles. Il est passé un peu il est passé de mode en 1921, ce Johnny. La moquerie ? Parce que tout simplement, en fait, on n'a pas réussi à expliquer et du coup, bah, voilà, la presse est passée à autre chose. Mais quand même, les articles de journaux, on va en avoir avec ce titre, en gros, le truc de Johnny, on a compris, etc. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Bah, pas grand-chose. Celui qui a réussi à le soulever dira « il m'a appuyé comme un malade sur la carotide, etc. » Et du coup, je ne pouvais pas forcément le soulever parce que j'étais gêné là-dessus. Et puis surtout, Johnny va dire « oui, j'ai été soulevé, pas de problème, mais parce que l'autre a fait en sorte que je ne puisse pas lui appuyer exactement là où je voulais. » Et donc, du coup, il a été soulevé et l'affaire en est restée là. Mais ça veut dire qu'il avait un truc, de toute façon. Il avait un truc. Donc il avait un truc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne, on n'a pas n'a trouvé le truc, en fait. Mais si, je vous jure que j'ai essayé avec des comparses pour pouvoir faire en sorte, parce qu'on voit bien sur les images où il positionne ses mains. Et on se dit, bah vas-y, essaye de me soulever. Moi, je mets les mains exactement comme Johnny Coulon. Et puis d'autres magiciens, d'autres personnes qui aiment faire le spectacle auraient pu le reprendre, ça. À ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, personne n'a repris ce truc-là, ou en tout cas aussi bien que Johnny Coulon. On a la sensation que les Asiatiques, souvent avec le kung-fu, le machin, les trucs, le tai chi, tout ça, ils arrivent à faire des choses, tu vois... peut-être des points d'énergie. Des points d'énergie. Moi, j'adore dans les films, le mec qui touche un point, le mec qui tombe, etc. On te donne. Donc ça doit exister, tu vois ce que je veux dire. Ça existe peut-être. En tout cas, moi, j'ai fait appel en gros à des... Comment dire, j'essaie d'avoir un regard objectif et scientifique également d'un côté pour savoir si vraiment la science avait réussi à expliquer ça. Alors, mis à part le fait de la distance, et effectivement la science peut expliquer très simplement qu'on ne peut pas soulever... La distance, c'est l'effet de levier, quoi. Voilà, exactement. Vous êtes tellement loin que vous ne pouvez pas soulever, vous n'avez pas la force pour le faire. Mais quand vous êtes tout près, normalement, vous êtes capable... Alors après, c'est un peu comme la table dans le déménagement, c'est-à-dire le truc qu'on n'arrive pas, qu'il n'y a pas de prise, etc. C'est toujours compliqué. Mais lui, bon, il y avait des prises quand même. Encore une fois, il faut regarder ces images, elles sont disponibles sur Internet, et on voit... un film où des gens essayent de soulever Johnny Coulon. Ce qui est très rigolo, c'est que c'est des personnages qui font 1m90, qui font 95, voire beaucoup plus de kilos, et qui essayent de soulever un gamin, quoi. C'est surtout qu'on a un personnage célèbre qui a quand même tenté oui. C'est Mohamed Ali, quoi. Voilà. Donc quand même champion du monde, sublime, peut-être l'un des plus beaux boxeurs de tous les temps, quoi. Ah oui, mais c'était une légende face à une autre légende, un petit peu oubliée malheureusement. Et là, on voit qu'il touche quelque chose. Il n'est pas loin. On ne peut pas dire qu'il est éloigné et que les bras sont tendus. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je suis assez impressionné, non pas par l'émission de télé américaine qui a dit on a réussi à prouver que les gens insoulevables ne le sont pas. La différence entre Mohamed Ali et le Johnny Coulon. 1m53 Johnny Coulon. Donc je ne sais pas combien mesurait Mohamed Ali, mais il faut imaginer que ce Hulk-là n'arrive pas à soulever la petite souris qu'il a devant lui. C'est quand même fou, quoi. C'est un truc de malade. C'est par les cheveux, mais là, et effectivement, voilà, il y avait les nouvelles expériences, donc ça a été repris dans la presse et ça a fait la une de pas mal de journaux, j'imagine, à l'époque. Ah oui, mais tout le monde était passionné. Alors c'est comme d'habitude, la presse va s'intéresser pendant un mois, 2 mois, 3 mois, puis au bout d'un moment, ça s'estompe un petit peu. C'est pour ça qu'en 1921, quand il réussit à être soulevé en Suisse, il y a eu des articles, mais c'était quelques lignes. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde s'était dit, bon, il a un truc, on n'a pas compris, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Alors, grâce à vous, messieurs, ce soir, BTLV is the best channel in the world. C'est Planeta Escapa qui nous le dit. Donc voilà, merci en tout cas. Grâce à vous, parce que moi, encore une fois, je ne suis que le passe-plat. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, vous nous découvrez peut-être, bienvenue. Si vous ne le découvrez pas,
Merci de nous être fidèles. Et surtout, je voudrais vous annoncer quelque chose pour l'été, parce que l'été, on se demande ce qu'on va lire, etc. Il y a Nicolas Montigiani, que vous connaissez sûrement, qui est à la tête de Science Inexpliquée, et qui s'appelle maintenant plus d'ailleurs que Inexpliqué, je crois, qui sort ce hors-série. Voilà, 10 mystères face à la science, des mystères qu'on a démontés ici, hein, quand même certains, celui à gauche, en bas, mais dans tous les cas, il y en a d'autres qui sont un peu... en gauche, à bas, c'est quoi? C'est la momie de Nazca, voilà, qui ressemble un peu à Haïti, hein, quand on regarde quand même la tête de cette momie. Mais voilà, c'est fouillé, c'est bien écrit, et on va découvrir tout cela pendant cet été. C'est le hors-série, j'avais promis à Nicolas d'en parler, parce que voilà, ils font un travail formidable, ils sont pas très loin d'ici en plus, donc on les en remercie. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Et ce soir, c'est David Gallet et Jocelyn F. Keller qui sont là pour les archives du paranormal. Je rappelle que si vous décidez de nous suivre, vous serez content de découvrir durant vos vacances peut-être pléthore d'émissions sur le mystère inexpliqué, l'éveil, la conscience, les expériences de mort imminente, les pyramides, le paranormal, mais aussi les ovnis, parce qu'en ce moment, on ne parle que de ça. Et j'ai encore écrit un papier incroyable sur une théorie incroyable. Le mec, je m'aime. Non, c'était un Pulitzer. Voilà, je mérite le Pulitzer, messieurs. Non, sur cette théorie de l'interdimensionnalité, et c'est une théorie que j'aime beaucoup. Les ovnis ne viendraient peut-être pas forcément de très loin, ou en tout cas pas extraterrestres, mais d'une autre dimension, et peut-être même de notre futur. Donc voilà, c'est un article qui est en ligne sur btlv.fr. On va, dans ces archives du paranormal, continuer et vous raconter une autre histoire, celle de l'orme blanc. Oui. Mon Jocelyn. Alors, l'affaire de l'orme blanc, ou le mystère de l'orme blanc, ça c'est un titre que j'ai choisi. Hein. En fait, j'ai pas pris le nom précis exact, vous comprendrez après. Il y a l'homme pâle et l'orme blanc. Voilà, l'orme blanc. Non, moi je trouve ça assez poétique. En fait, c'est une histoire de cold case qui s'est passée dans les années 40. Alors, cold case, c'est une affaire non résolue. Affaire non résolue, mais je crois que cold case, à peu près tout le monde sait ce que c'est, non? Pardon. On est en France, monsieur. Oui, mais non, mais là, toutes les séries américaines à la télé. Bref, là, c'est pas aux États-Unis, c'est en Angleterre, et c'est autour d'une découverte macabre, sauf que ça ne suffit pas pour me satisfaire, parce que moi, les affaires criminelles, c'est pas... Bon, j'aime bien, mais voilà, c'est pas mon rayon, on va dire. Sauf que là, non, vous allez voir qu'il y a du fantastique, et peut-être même une bonne dose de paranormal. Alors, tout commence le 18 avril 1943. On est à l'ouest de Birmingham, en Angleterre, et il y a 4 jeunes gens qui s'appellent Robert, Thomas, Bob et Fred. Ah. Voilà, il y a un Bob, exactement. Ils sont dans la forêt, dans le bois de Hagley, près de Wishbury Hill, et ils sont en train de braconner illégalement. Ah. On est en temps de guerre, hein, donc on se débrouille pour trouver à manger là où on peut. Bien sûr. Et donc ils arrivent devant un grand orme blanc dans la forêt qui leur semble l'emplacement idéal pour trouver des nids d'oiseaux. Ah oui. Voilà, ils cherchent en fait des oiseaux et surtout les nids, les œufs. Et donc celui justement qui s'appelle Bob, le plus courageux, commence à grimper à l'arbre pour aller vérifier s'il n'y a pas des nids. Tu as entendu Mais c'est souvent David, les Bob. souvent voilà, et le plus courageux. Voilà, le plus courageux. L'autre il grimpe aux arbres, mais non, mais il est courageux. Il est anglais celui-ci. Voilà. Et donc il est en train de grimper à l'arbre et tout à coup il pousse un grand cri. C'est une vraie photo ça? C'est ça que c'est eux? C'est une reconstitution. C'est une reconstitution. D'accord, on est d'accord. Non, j'ai pas de photo. Personne n'était présent quand ils étaient dans la forêt. Et donc, oui, le fameux Bob arrive en haut de l'arbre, et là, il pousse un grand cri, parce qu'il a jeté un coup d'œil dans le tronc, qui est creux, de l'arbre, et il a aperçu un crâne. Ah oui. Alors, au début, bien sûr, il pense que ça doit être le crâne d'un animal, mais très vite, il voit des dents et des cheveux. Donc, il réalise que c'est en fait un crâne humain. Donc là, il redescend en hâte, hein, ça lui a fait très peur. Et les 4 garçons décident de partir tout de suite. De toute façon, ils sont déjà dans un endroit où ils n'auraient pas dû être. Donc là, la découverte de ce crâne-là, ça les terrifie. Donc ils décident de rentrer chez eux, de rien dire à personne. D'ailleurs, ils jurent même de garder le secret. Sauf qu'une fois à la maison, le plus jeune des 4 ados, Thomas, qui a été perturbé par l'histoire, va en parler à ses parents. Et ses parents vont prévenir la police. D'accord. Donc la police arrive sur place. Et elle va effectivement trouver dans le tronc de l'orme un squelette presque complet, avec une chaussure, une alliance en or et quelques fragments de vêtements. Le crâne va s'avérer un élément précieux parce qu'il a encore quelques touffes de cheveux.
et il a une structure dentaire qui est à peu près identifiable. En tout cas, il en a plus que moi. Là, c'était pas une reconstitution. Non, là, c'est le vrai crâne. Ça, c'est le vrai crâne. C'est une photo du vrai crâne. Il est petit, hein, quand même. C'est grand comme ça, un crâne. C'est tout petit. Regarde, bah, ça tient dans la main. Va voir les crânes des momies, etc. C'est pas très grand. C'est pas très grand. Non. D'accord, ok. Sauf si tu as une grosse tête, mais sinon, Non. c'est pas très grand. Alors, un petit détail macabre, on va retrouver pas très loin de l'arbre les restes nus d'une main. Ah. Aussi. Alors, bien sûr, on va faire des examens médico-légaux et on va trouver qu'en fait, il s'agit d'une femme qui est âgée de 35 à 40 ans, plutôt petite, autour d'1,50 m, qui avait des cheveux bruns et qui avait accouché au moins une fois. Ils ont réussi à avoir toutes ces informations. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette femme serait morte depuis au moins 18 mois. D'accord. Ce qui place sa mort en octobre 1941, voire avant. Et, dernier détail, elle aurait été très probablement étouffée parce qu'on a retrouvé dans sa bouche un morceau de taffetas. Ouais, donc elle a été tuée, quoi. Voilà, exactement. Alors, on pense que le corps aurait été placé dans l'arbre peu de temps après la mort, donc vers octobre 1941 ou avant, parce que sinon, avec la rigidité cadavérique, ça aurait été impossible. Alors, la police va bien sûr mener une enquête, mais je rappelle, ça se passe en 1943. On est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de gens qui disparaissent pendant la guerre. Ah, ouais. Et donc, il est très compliqué d'aller fouiller dans les archives, de procéder à une identification. On va croiser les détails avec de la découverte avec toutes les personnes qui auraient disparu dans la région. On ne trouve rien. On va analyser la dentition. Ça ne débouche sur rien non plus. La police va faire une sorte de portrait robot de la victime avec ce qu'elle a. Ça ne va pas donner plus de résultats, même en détaillant les vêtements. Mais en fait, on finit par en déduire que peut-être la victime ne vient sans doute pas des environs, elle vient d'autres. De notre voilà, ça c'est l'enquête policière. Mais à partir de là, le mystère va prendre une tournure encore plus étrange parce qu'en 1944, on commence à voir un énigmatique graffiti apparaître sur certains monuments. Ça commence sur un mur d'Upper Dean Street à Birmingham, où on peut lire sur le mur, alors c'est en anglais, « Who put Bella in the witch elm », ce que peut traduire par « Qui a mis Bella dans l'orme blanc ». En gros, hein, et décrit de manière générale. Et ce graffiti va ensuite apparaître sur plusieurs édifices de Birmingham, notamment sur l'obélisque de Hagley, non loin du site où on a découvert le cadavre. Donc il y a quelqu'un qui est énervé par sa disparition, par son meurtre. Exactement, et toujours écrit par la même personne, c'est toujours la même façon d'écrire. Et cette inscription, on va la voir jusqu'en 1970. Ah oui. Et même la dernière fois en 1999. Ouais. Alors avec le temps, elle a changé de sens parce que le Who put Bella in the witch elm est devenu... en fait, le Who put Bella in the witch elm, je vais essayer de le dire bien, est devenu un Who put Bella in the witch elm. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots qui est un peu compliqué pour nous Français entre witch elm qui veut dire orme blanc et witch elm qui veut dire en fait l'orme de la sorcière. Voilà, une sorte d'homophonie. Oui. Alors certains ont émis l'idée que le graffiti était rédigé par le fantôme de la victime elle-même. Parce que c'est certain. Il y a peut-être plus simple. Oui, je pense aussi. C'est une théorie écrite quand même. Voilà. Voilà, mais non, moi je la mentionne parce que. Ouais, mais tu fais bien de la mentionner. En plus, certains endroits de la région, de cette région, ont la réputation d'être hantés. Alors voilà, tout ça. Non, mais on prend. En tout cas, à partir de là, il y a une chose dont les enquêteurs sont sûrs, là, à partir du moment où apparaît cette inscription, c'est qu'il y a au moins un individu qui connaît l'identité de la victime, pour en parler. Alors, il y a plusieurs pistes qui vont être évoquées. La première, c'est dès 1944, il y a une prostituée de Birmingham qui vient raconter que l'une de ses collègues, qui s'appelle Bella, a disparu 3 ans plus tôt alors qu'elle travaillait sur Hagley Road. Le problème, c'est que la police n'a aucun moyen de vérifier son témoignage, ni d'identifier le squelette comme appartenant à la femme disparue. Mais c'est une piste, en tout cas, qui paraît assez intéressante. Une autre piste, c'est Margaret Murray, qui est une anthropologue et archéologue de l'University College de Londres. Elle propose une autre piste, la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire avec la main qui est trouvée à côté de l'arbre. Elle aurait été victime d'un rituel ? Exactement. La main coupée qui a été retrouvée à proximité de l'arbre, ça correspond en fait à un rituel qui s'appelle la main de la gloire. Voilà. Et ça consiste à couper une main d'un pendu pour lui conférer des pouvoirs magiques. D'accord. Bon, ça c'est la théorie de cet anthropologue, une théorie qui a été largement critiquée par les historiens, par les spécialistes en sorcellerie. D'abord parce que les méthodes de Murray n'étaient pas vraiment scientifiques et que ça reposait sur pas grand-chose, et que certains ont vu derrière un truc un peu plus, on va dire, sulfureux, à savoir une sorte de volonté d'impliquer dans des rumeurs les communautés de tziganes qui étaient très présentes à Birmingham autour de ça, en disant, je vais le dire trivialement, mais il y a un peu de racisme là-dedans. Voilà, c'est les tziganes qui ont fait ça. Bon.
Les voleurs de poules, quoi, c'est ça. Ouais, ça a été assez mal perçu. Troisième piste, en 53, une femme qui s'appelle Una Mussop vient dire à la police que son ex-mari Jack Mussop serait l'auteur du crime, avec un complice néerlandais du nom de Van Ralt. Elle explique en fait que Jacques, son ex-mari et le néerlandais ont bu un verre avec la défunte, mais elle ne dit pas qui c'est. Un soir de mars ou avril 41, la soirée aurait dégénéré, les deux hommes auraient mis le corps de la jeune femme complètement ivre dans l'orme blanc. Le souci, c'est que l'ex-épouse vient raconter ça 10 ans après les faits. On se demande pourquoi. Et en plus, entre-temps, son mari il est mort dans un asile psychiatrique. Voilà, donc on ne peut même pas vérifier. Alors il se dit qu'il faisait des cauchemars à propos d'une femme qu'il regardait depuis un arbre. Bon, ça, je pense. La main coupée, là, pour le coup, c'est. Voilà, exactement. Donc voilà, je pense que ça, c'est une histoire, c'est un témoignage un peu crédible, sur lequel s'est ajouté en plus une couche d'histoire rajoutée. Voilà. Et il y a une dernière théorie. Enfin, il y en a encore deux, mais en 53, il y a une autre théorie qui voudrait que la victime soit en fait une néerlandaise du nom de Clarabella Dronkers, qui aurait été tuée par un réseau d'espionnage allemand pendant la guerre, composé d'un officier britannique, d'un néerlandais et d'un artiste de music hall, parce qu'elle en savait trop. C'est une indicatrice qui serait allée voir la presse à l'époque et qui aurait raconté ça. Le problème, c'est que la police et le MI5 n'ont pas été capables de vérifier quoi que ce soit et d'étayer ça. Et la police, elle, la thèse officielle de la police, c'est que c'est peut-être une femme qui se serait réfugiée dans le bois durant un raid aérien allemand pendant la guerre et qui aurait été tuée par quelqu'un réfugié au même endroit. Voilà. Bon, bref, on est 80 ans après les faits. Aucune des pistes explorées n'a abouti à quelque chose de concret. On ne sait toujours pas qui est Bella, si tant est qu'elle s'appelle comme ça, ni ce qui lui est arrivé. Et alors, on va rajouter une petite dose de mystère. C'est que le cadavre de Bella, le crâne qu'on a vu, là, enfin, ce qui restait d'elle, qui se trouvait à la Birmingham University Medical School, a disparu dans les années 50, ce qui a bien sûr alimenté toutes les théories du complot. On voulait faire disparaître le cadavre. Voilà. Alors l'affaire s'appelle, en fait, moi je l'ai appelée l'affaire de l'orme blanc, parce que je trouve ça joli, mais si vous regardez, vous cherchez un peu sur Internet, ou surtout dans les sites anglais, ça s'appelle l'affaire Who Put Bella in the Witch Elm. Voilà. Et c'est une affaire qui a été classée sans suite, mais qui, pour tous les amateurs de mystère, reste... C'est un vrai dossier inexpliqué, en fait. Ah, complètement. Les dossiers inexpliqués, bien sûr, que vous retrouvez sur BTLV, animés par Jocelyn F. Keller, et Jocelyn et David, que vous retrouverez lors des prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué. On le rappelle, ici, 2 jours, 10 conférences, Paris, 10 et 11 novembre 2023, si vous n'êtes pas encore au courant. Ah, attention, je préfère prévenir, c'est une petite salle, il y a 180 places, on a investi ce lieu parce qu'il est chaleureux, il est plutôt sympathique, on y a fait d'ailleurs la carte blanche à Patricia Daré. Et donc on va réunir pendant 2 jours, le vendredi dès midi jusqu'au samedi 18-19h, tous ces conférenciers qui prendront un malin plaisir à vous emmener sur les traces du mystère et de l'inexpliqué. Infos et réservations sur btlv.fr ou alors avec le lien dans le chat que j'ai déjà mis mais que notre ami Valentin derrière ses écrans va également mettre. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Pour raconter. J'ai le plaisir de vous dire toute la vérité, celle de mes invités. Et d'ailleurs, parmi ces invités, David Gallet va nous parler maintenant d'une autre histoire sur les prémonitions, mais des prémonitions de jeu. Oui, parce qu'en fait, on a tous entendu des gens qui utilisaient leurs pendules, des cartes, enfin toutes sortes de méthodes pour gagner au jeu. Il y a même d'ailleurs des gens qui écrivent des livres comment gagner au jeu. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont gagné au jeu? Alors, il y a des gens qui ont gagné avec un pendule. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait une fois. Voilà, et si vous écrivez un livre en disant vous pouvez gagner au loto avec un pendule, moi, j'achèterais même pas le bouquin, parce que le type va gagner tous les jours. Alors, il gagne pas tous les jours. C'est pas possible. En fait, ce qui est intéressant, c'est un peu comme pendant la conquête de l'Ouest ou la ruée vers l'or. Celui qui a gagné de l'argent, c'est pas celui qui cherchait de l'or, c'est celui qui vendait les pelles. C'est ça, voilà. Donc, voilà, c'est un peu la même chose. Tout à fait le même principe. Or, il y a quand même des rêves prémonitoires de gens qui ont rêvé, qui gagnaient au casino, qu'il fallait qu'ils misent sur ça arrive, un numéro. Ah, là, ça arrive, oui, absolument. Il y a un cas, puisqu'on est dans les archives, qui date de 1891, été 1891. C'est une dame, on ne va pas citer, qui s'appelle Madame F, mais qui habite à Nancy, ville magnifique s'il en est. T'as vu comme il est chauvin quand même. Le mec est de là-bas, donc voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est joli. Donc voilà, cette dame, en fait, elle ne joue jamais. C'est une bourgeoise, très bourgeoise d'ailleurs. Elle n'a pas besoin de jouer à quoi que ce soit. Et pourtant, elle va écrire à son neveu
une lettre assez bizarre. Elle dit, je cite, « Je n'ai jamais parié aux courses, personne ne m'avait parlé du Grand Prix. Le vendredi soir, en lisant comme d'habitude Mon Figaro, effectivement, on sait de quel bord elle se trouve, voilà, donc voilà. Je lus le nom des chevaux engagés pour l'écurie de monsieur Édouard Blanc, j'imagine, alors Hermar, Crévéran, etc., etc. Ma lecture terminée, j'éteignis ma lampe. Pourquoi pensais-je aux courses qui ne m'occupent jamais l'esprit, je ne sais pas. Le nom de Clamart tinta mes oreilles tant et si bien que cela est devenu un bourdonnement agaçant, etc. Elle a fait un rêve, je vous résume globalement, et elle dit à son neveu, eh bien, tu vas miser, alors ne me demande pas pourquoi, comment, etc. Tu mets 100 francs de l'époque, c'est quand même pas mal, sur Clamart. Et puis, ensuite, elle dit qu'elle assistait aux vêpres, etc. Enfin bon, voilà, on est vraiment dans le cadre de la bourgeoise de la fin du 19e. La caricature, presque. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle va gagner, mais elle va gagner 1000 francs. Ah ouais, 10 fois la somme investie. Ah oui, non, mais parce que le fameux Clamart, le cheval en question, il était très très mal barré pour gagner une course, quoi. Et donc, voilà, elle joue une seule fois sur une intuition, un rêve prémonitoire, et ça fonctionne, et elle gagne énormément. Elle va écrire « Mon cher Pierre, j'ai la fantaisie de parier pour le Grand Prix, c'est une toquade de vieille femme que je ne puis me passer. » Et en gros, elle lui raconte qu'elle a gagné 1000 francs, et je crois qu'elle va donner ces 1000 francs, non pas à une association, mais à une fondation, je ne sais plus laquelle exactement. Ah non, mais attention, la bourgeoise est souvent très encline à donner quelques deniers. C'est ça. Voilà, donc voilà, et j'en ai plein, j'ai plein d'autres histoires dans ce genre. Ça fait bon, les préjugés. Complètement. On y va, mais alors, les doigts, les trucs. Bon, on arrive au terme. J'ai une histoire, moi. T'as une histoire, vas-y. Non, mais je viens d'y penser. Ouais. C'est l'histoire d'un gars qui rêve, justement, il a un rêve prémonitoire, et puis il voit les chevaux, là, les courses, etc. Et puis il voit 8, sans arrêt. 8. Il se dit, il faut que je joue. Alors il va aux courses, il va au champ de course, et puis... Alors c'est le 8 du mois, il va jouer le 8e cheval dans la 8e course. Le cheval est arrivé 8e. Non. C'est bon ça. Tu vois, comme quoi les prémonitions, elles ne marchent pas. Mais en même temps, il avait vu le 8. Oui. Donc, en fait, elle était bonne, sa prémonition. Exactement. Voilà, il a vu le 8, il était à 8e, le 8e jour, voilà. Et juste à interpréter. On est ravis, en tout cas, de vous avoir accompagnés ce soir, en plein milieu de l'été, hein, bien sûr, avec Jocelyn F. Keller et David Gallet, pour ces archives du paranormal. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Voilà, on rappelle qu'il y a pléthore de bouquins pour Jocelyn et David à votre disposition. Tiens, montre-moi celui-ci, parce qu'on ne l'a pas bien montré. Voilà, il est beau celui-ci, regardez. Voilà, voilà, donc ça, c'est pas compliqué. Mystérieuses archives. Alors ça, c'est toujours en vente partout, ça? Absolument, édition de L'Opportun. Édition de L'Opportun. Et puis je remonte tous les visuels que je vous ai mis. Il y a bien sûr celui de Jocelyn F. Keller pour l'été, Zone Paranormale, que vous trouvez sur btlv.fr, puisque c'est dans la collection BTLV, Mystère Inexpliqué. Puis l'autre bouquin de chez Michel Lafon, de David Gallet, Paranormal. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine en direct pour la libre antenne. Donc vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos témoignages. On va se régaler, je pense, mon Jocelyn la semaine prochaine. Si vous voulez découvrir BTLV, je rappelle que pour les 10 ans, c'est pas cher. Voilà, on a... c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher et en plus, c'est sans engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Là où là, c'est vrai, regarde, c'est pas cher. Donc voilà. Putain, mes origines remontent en 2 secondes. Hein, donc c'est absolument incroyable. Je croyais que tu étais sicilien. Ah mais ouais, mais alors, sicilien, émigré tunisien. Donc imagine le mélange, quoi. C'est-à-dire que c'est du Sidi Ibrahim qui va dans le sang. Bon, dans tous les cas, vous pouvez vous abonner et ce sera dans la joie et dans la bonne humeur que vous nous découvrirez peut-être, et surtout les émissions qui sont à votre disposition. Merci à Valentin qui m'a aidé à préparer cette émission, à tous ceux qui sont derrière et que vous ne voyez pas. Salut, ciao.